7, 6, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Taxi Presse. Retrouvez tous les jours de 11h à 12h45 Eric Gatan et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité tout azimut. Nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse. Retrouvez tous les jours de 11h à 12h45 Eric Gatan et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité tout azimut. Nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h30 avec Eric Gatan. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin. Taxi Presse de ce lundi, ce sera avec Joël Lega, le patron du journal Fraternité, et Michel Tchadia, le patron du journal Ouara les Vainqueurs. On sera également rejoint en studio par Jacques Diakouti, l'éditorialiste. Nous reviendrons sur l'actualité socio-politique de notre pays et notamment sur cette sortie, de Faure Gnassingbé dans les colonnes de Jeune Afrique. Hier, le président de la République nous renseigne que les discussions politiques auront lieu avant la fin de cette année et le référendum l'année prochaine. Nous reviendrons sur le sujet, sur d'autres aspects de son interview. Et ce matin, le confrère Nouvelle Opinion évoque un président pragmatique, limpide, efficace et concret, et surtout beaucoup plus à sa réaction liée donc à sa candidature en 2020. On reviendra notamment sur quelques aspects de son interview dans Jeune Afrique paru hier. Taxi FM 93.1. Taxi Presse. Retrouvez tous les jours de 11h à 12h45 Eric Gatan et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité tout azimut. Nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h30 avec Eric Gatan. Et d'abord, une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Il y a le quotidien Liberté. Liberté qui titre sur le sommet de la CEDEAO à Abuja, la situation politique au Togo évoquée par le chef d'État, le beau-frère de Faure Gnassingbé, à la tête de la commission. Vous lirez en tout cas l'article dans le journal. Et puis une marée humaine dans les rues samedi. Les Togolais toujours déterminés à arracher l'alternance démocratique. Les détails sont à lire à la page 4 du journal. Et le confrère revient sur ce dossier encore ce matin, lié donc à la délégation spéciale de la préfecture du Golfe, acte 2. La Cour des comptes met à nu les manœuvres de détournement d'avocats et amis, versement de primes non prévues, paiement de travaux illicites, réception et paiement de travaux inachevés. L'article est découvert dans les colonnes du quotidien Liberté ce matin. Et puis une enquête, esclavagisme des temps modernes, des jeunes Togolais pris en otage en Côte d'Ivoire par un réseau mafieux sous la bannière du CNET. Les détails sont à lire dans le quotidien Liberté. L'autre journal aussi dans le kiosque ce matin, c'est Nouvelle Opinion. Nouvelle Opinion qui évoque le 52e sommet de la CEDEAO à Abuja. La conférence satisfaite des efforts consentis par le Togo. Le dialogue inclusif de nouveau recommandé pour résoudre la crise, précise le journal. Et puis au sujet de sa candidature 2020 face à Jeune Afrique, Faure Gnassingbé, pragmatique, limpide, efficace et concret. Le confrère évoque donc le sujet. Et puis le dialogue politique sur fond d'incohérence dans les propos des leaders de l'opposition. Fabre utilise la fibre de division pour saper les efforts du pouvoir. C'est ce que note en outre le confrère Nouvelle Opinion. Il y a un courrier de la République aussi qui revient sur cette sortie de Faure Gnassingbé dans les colonnes de Jeune Afrique cette semaine. Enfin, le président parle fort à cœur ouvert avec Jeune Afrique, la crise, le PNP, le dialogue et la présidentielle de 2020. Le pouvoir simplement dur à cure, j'y suis et j'y reste. Les détails sont à lire dans le journal.
Et puis sur les traces d'un grand manager, José Simenou, le digne disciple de Gervais Djondo, écrit le confrère Courrier de la République ce matin. Innova Africa, aussi dans les kiosques, crise politique togolaise, le gouvernement multiplie les gestes d'apaisement, écrit le confrère avec la photo de Fornia Singé et de Jean-Pierre Fabre à la une du journal. À la découverte du FBI, historique sur l'engagement d'un bureau fédéral d'enquête contre le crime organisé. Et les détails sont à lire dans le journal Innova Africa. Et puis, voilà, cas d'abus sur les enfants au Togo. La plateforme Uchaidi présentée donc aux acteurs. Les détails sont à lire dans le journal Innova Africa. Il y a Togo Matin qui est aussi dans les kiosques. Togo Matin qui évoque la crise politique avec Fornia Singbe, bien sûr. Fornia Singbe se prononce. Les constitutions disposent pour l'avenir, non pour le passé. Les détails sont à lire dans le journal. CEDEAO, c'est qu'en deuxième session, l'adhésion du Maroc en attente, la nomination de Jean-Claude Brou à la tête de la commission passe. Et le portrait de Jean-Claude Brou, le nouveau président de la commission de la CEDEAO, a découvert dans les colonnes de Togo Matin ce matin, je vais dire. Et puis, socio-culturel, recommandation de la CVJR, l'art au service de la réconciliation nationale. Et puis, l'éditorial de notre confrère sur le cas Kako Noubokpo, Michael Jean, a-t-elle besoin d'expliquer le cas Kako Noubokpo? C'est l'interrogation du journal, l'éditorial de notre confrère, donc à découvrir dans le journal. Et le dernier journal avec nous ce matin, c'est Harakiri, avec la sortie du président Fornia Singbe. Fornia Singbe promet un dialogue avec l'opposition, mais n'exclut pas de se représenter en 2020. C'est ce que comprend Harakiri de la sortie du président Fornia Singbe. Présence sur le marché togolais de boissons KO Energy, périmé depuis 2015, un poison dangereux pour la santé des consommateurs vendu par des importateurs véreux et sans conscience. Les détails sont à lire dans le journal. Et puis, Lomé, à Djagblé, un mari accusé d'avoir pendu sa femme. Les détails sont à découvrir dans le journal. Notre sujet, c'est par rapport au showbiz, hein. Almok, Olbig, Ethan, Fofo Shalom, Mastajas, désormais des hommes et femmes au foyer. Tous ces sujets donc à découvrir dans le journal satirique et de faits divers Harakiri dans les kiosques ce lundi. Alors, outre Harakiri, vous avez le journal Innova Africa, l'hebdomadaire Courrier de la République, l'hebdomadaire Nouvelle Opinion. Nous avons le bi-hebdomadaire Togo Matin. Et puis, le quotidien Liberté. Vous pouvez également jeter un coup d'œil, hein, si vous voulez, sur les sites comme togomedia24.com, gapola.net, et puis sur le site de la radio, radiotaxifm.com. Taxi Presse. Retrouve Taxi Presse. Retrouve Taxi Presse. Taxi Presse. Taxi Presse. Retrouvez tous les jours de 11h à 12h45 Eric Gator et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité tout azimut. Nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h30 avec Eric Gator. Retour en studio avec mes confrères Michel Tchadia, le patron du journal Ouara le Vainqueur. Merci beaucoup Joël. Bonjour Michel. Bonjour Eric, bonjour à nos amis auditeurs. Joël, Iga, bonjour. Bonjour mon frère, bonjour tous ceux qui nous écoutent. Merci. Bonjour Michel. Bonjour Joël également. Merci de nous avoir donné de l'eau à boire. Alors, on va commencer avec, on en a parlé un petit peu Michel lundi dernier, des produits périmés qui sont sur nos marchés. Le ministère de la Santé nous a alerté la semaine dernière sur le cas de ce fameux lait qui serait impropre à la consommation. Et derrière, il y a eu quand même des réactions dans l'opinion avec les nombreuses associations de consommateurs qui demandent
à l'État de faire plus que ce qui a été dit, c'est-à-dire un simple communiqué et puis voilà, plus rien. Et puis, curieusement, ce matin, le confrère Harakiri nous renseigne également qu'il y a un autre problème, et ça concerne beaucoup plus un produit de consommation aussi, et Energy Drink, Energy, KO Energy, voilà, c'est ça, KO Energy, une boisson énergisante, qui aussi est périmée, puisque sur la boîte, la date de péremption, c'est 2015. Et depuis 2015, cette marchandise continue par être écoulée sur nos marchés au vu et au su des autorités qui ont donné encore du papier là-dessus. Alors finalement, est-ce que les citoyens ne doivent pas reprendre en main, je veux dire, leur propre santé? Michel? Non, nous sommes gouvernés. Il y a des structures adéquates pour lutter contre ce n'est pas contre les faux médicaments seulement, contre les faux produits et les produits périmés, tout cela. Nous avons le ministère du Commerce, il y a un département qui est chargé de département qui est au niveau comment est-ce qu'on appelle, de la structure, je pense, de commerce intérieur. Voilà. Il y a une structure comme ça qui est chargée de veiller sur tout ce qui rentre, même ce qui est déjà sur le territoire national. Il faut de temps en temps organiser des descentes parce que les gens peuvent amener des bons produits, mais peut-être ils ont caché des mauvais produits quelque part. Ils peuvent entre-temps les installer dans les rayons des supermarchés, des boutiques et autres. Donc, il y a une structure. Parce que dans les supermarchés aussi, c'est vrai, cela n'exclut pas. Oui, cela n'exclut pas ce que tu dis, que les citoyens sont beaucoup plus vigilants. C'est aussi à nous de renseigner lorsque on voit un produit impropre à la consommation. Par exemple, si l'étiquette, la date de péremption est tellement avancée, il faut aussi signaler parce que ces gens-là qui contrôlent au niveau de ce service ne sont pas aussi censés savoir connaître tout. Donc, aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est de savoir par rapport à ce lait-là. J'ai écouté le patron des pharmaciens du Togo qui disait que des instructions ont été données et que ces produits impropres à la consommation ont été vidés des rayons, des pharmacies et autres. Bon, nous n'avons pas les moyens de contrôler cela, mais venant de la bouche de quelqu'un qui dirige une association de pharmaciens chargée de veiller, en tout cas d'aider à la santé publique, chargée d'aider la population à consommer les produits, en tout cas de bons produits. Et donc je peux en tout cas accepter qu'il est en train de dire quelque chose de bien, mais du côté du commerce, du ministère du Commerce, on peut s'interroger parce que pourquoi ces produits sont rentrés sans que les services indiqués, les services compétents puissent vraiment mettre la main. Ça veut dire qu'il y a une défaillance. Il y a une défaillance. Ça veut dire que ce soit au niveau de nos frontières ou à un niveau donné où ces produits-là sont passés, il y a eu un laisser-aller ou peut-être les moyens peut-être de contrôle ont manqué aussi à cette en tout cas unité chargée de lutter contre l'entrée de ces produits-là. Donc, il va falloir quand même redoubler d'ardeur et de vigilance pour que, surtout que nous sommes en fin d'année, et vous savez que c'est le moment où ces hommes et femmes indélicats utilisent pour écouler leurs produits. On parle de promotion par-ci, promotion par-là. Oui, on se cache derrière le soi-disant promotion et on tente par là de faire consommer. L'autre phénomène aussi, excusez-moi Michel, je ne vous coupe pas, mais vous verrez quand vous consultez ces dates de péremption, vous comprendrez que le produit doit périmer dans 2 mois, dans 1 mois, dans 2 semaines, et ces produits sont toujours sur le marché. Sur le marché, normalement, c'est ça, nous disons que normalement les services compétents doivent être interpellés. Ils doivent être sur le terrain, surtout en ce moment, les 2 dernières semaines de l'année, c'est surtout de l'étendue du territoire, au niveau des frontières, ces services doivent être, en tout cas, redoubler d'ardeur pour décourager ces hommes d'affaires véreux qui... Oui, mais pourquoi en fin d'année, tout au long de l'année? Oui, mais je dis de redoubler, je parle de redoubler d'ardeur, puisque c'est le moment propice. C'est vrai qu'on le fait tout le long de l'année, mais
en tout cas les 2 derniers mois constituent les mois où vraiment ces gens, ces femmes et hommes ont beaucoup plus tendance à investir les marchés avec leurs faux produits. Joël Ega. Oui, bon, je voudrais commencer d'abord par le phénomène des soldes que nous assistons, auxquels nous assistons dans les promotions. Voilà, les promotions auxquelles nous assistons dans les supermarchés. Il y a un supermarché qui est spécialisé en ça, Leader Price. Ouais, vous allez dans le... En voie de disparition. Oui, bon, en voie de disparition. Bon, heureusement, parce que par 3 fois personnellement, moi je suis tombé sur des produits avariés dans les colonnes de Leader Price, dans les étalages, c'est-à-dire que dans les rayons de Leader Price qui sont vraiment en vente. Et je ne sais pourquoi on ne fait rien contre cela depuis là. Mais j'ai comme l'impression, c'est pas comme l'impression, mais il faut conclure qu'on a abandonné le consommateur togolais à lui-même. Et tout cela, moi, je l'attribue au manque de la culture du consommérisme qui n'est pas du tout assis au Togo. Est-ce qu'aujourd'hui, on donne les moyens à ces associations de consommateurs? Je crois, moi, je salue déjà le travail qu'ils font. Hein. Oui, mais attendez. L'autorité? C'est l'autorité, quand même. C'est l'autorité. Ça fait partie de la protection, de la protection quand on parle de la protection sociale, ça fait partie de la protection sociale. On estime qu'il y a des failles, n'est-ce pas, au niveau des autorités. On va pas s'attendre. Non, mais ça veut dire, moi, je vais arriver là. Je vais arriver là. Mais déjà, il faut qu'on souligne là où l'autorité doit agir. Mais ils ont démissionné dans le contrôle des produits qui rentrent sur le terrain, et il se fait même quand ces produits-là rentrent, une fois après qu'on les ait contrôlés, enfin on ne contrôle qu'une partie de ces produits, on ne contrôle pas tout, et dans le lot vous voyez toute semi-remorque de KO Énergie par exemple, on ne contrôle qu'une partie, le reste est avarié. On suppose que c'est bon. On suppose que c'est bon. Maintenant, il faut donner aux consommateurs les moyens de contrôler eux-mêmes, c'est-à-dire que vous allez voir quand les gens font... Très souvent, c'est la classe moyenne qui va dans les supermarchés. Et la classe moyenne même, il y a tellement d'ignorance au sein de cette classe-là que les gens ils prennent seulement les produits, mettent dans leur peut-être petite charrette, dans les paniers, et puis on leur fait le compte. Les gens, personne ne prend l'habitude de vérifier la date de péremption du produit. Il reste combien de jours pour que ça se périme? Est-ce que le produit n'a pas... La sensibilisation surtout parce que il faut que tout le monde participe à cette lutte-là. Sinon, le commerçant, il est toujours véreux. Il n'y a pas de commerçant sain. Et les commerçants sont toujours véreux. Ils ont vite fait d'introduire dans leur lot il s'agit de la santé des populations. Des produits avariés. Oui, mais attendez, mon frère. On dit qu'en affaires, il n'y a pas de sentiment. C'est consacré. C'est consacré, c'est dommage, mais c'est consacré. En affaires, il n'y a pas de sentiment. Donc, ce que tu peux faire pour avoir et pour arriver à tes fins, tu y arrives au prix de la vie de tes concitoyens. Donc moi je pense qu'il faut donner le moyen à ces associations de consommateurs là de sensibiliser au lieu qu'on fasse en plus des descentes comme ce que Tchada recommande. Il faut que nos panneaux servent à ça, que les panneaux qui sont en ville servent à ça. Ça ne doit pas servir ça ne doit pas servir que de canal publicitaire aux produits de la période des fêtes, mais il faut que nos canaux servent à ça. On a aujourd'hui WhatsApp pour sensibiliser vraiment les gens. On a plusieurs canaux pour mettre en alerte les populations, enfin les aider à dénoncer tout ce qui est anormal. Et moi je félicite le confrère Akiri qui a déjà... Ça veut dire que comme on est presque dans les moments de fête, dans une semaine c'est la Noël, effectivement. Ça veut dire qu'on va demander aux populations de redoubler d'ardeur. Quand vous allez dans le supermarché, même dans les supermarchés les plus huppés, il faut toujours vérifier ce que vous achetez. Il faut toujours vérifier la date de péremption. Et je crois qu'il y a même une pratique qui existe aujourd'hui où les gens, les commerçants, effectivement, ils nettoient la date pour mettre autre chose. Mais déjà, quand tu consommes, tu sens que c'est pas le cas. Il faut dénoncer. Les numéros verts, à quoi ça sert? Aujourd'hui, au moins, l'État peut aider à vulgariser le numéro vert, ou quand tu remarques quelque chose d'anormal sur un produit, tu alertes. Mais bon, je suis conscient que la corruption a tellement changé les bureaux de l'administration publique que même la haute autorité qu'on a mis en place dernièrement dit non que le degré de la corruption, le degré de la corruption n'est pas encore alarmant. Ça veut dire que contre la corruption, on ne doit pas s'attendre à ce que l'État nous aide. C'est-à-dire qu'on peut même, le douanier même peut voir
les produits avariés, ils laissent passer, on ne le dira rien, puisque c'est officialisé aujourd'hui. Non, on peut pas dire que c'est officialisé. Non, mais monsieur Sorana, le président de l'UIAO, a officialisé. Il dit donc que le niveau n'est pas si alarmant et donc qu'on peut fermer les yeux là-dessus. Lui, il constate, c'est lui le patron de l'institution. Il constate. Tu acceptes qu'il constate à son niveau. À son niveau. Bon, ok, d'accord. Ce constat à lui. C'est parce qu'on pense, Michel, c'est vrai qu'on évoque le truc des produits périmés. Il faut demander aux citoyens de redoubler d'ardeur, enfin, de vigilance. Tu sais, Eric, tu sais pourquoi la S3G a écoulé? C'est que, oui, c'est parce que tout le monde faisait confiance que la S3G, on commandait de bons produits. Les pneus, par exemple, c'était des pneus d'une qualité, mais ceux qui étaient là-bas ont vite fait d'investir les marchés noirs nigériens pour amener de faux pneus pour mettre cela, mais les gens achètent ces pneus et juste après ils ne comprennent pas. Les gens commençaient peu à peu à se décourager. Et ce n'est pas seulement les pneus, il y a beaucoup de choses où les gens, donc pour dire que l'être humain vraiment son côté noir il est là, il faut toujours le marquer à la pilote pour vraiment qu'il puisse. Donc il y a des supermarchés non ronflants, mais attention, il faut faire attention. Donc il faut quand même avoir le courage et vraiment le temps nécessaire de vérifier ce que nous voulons manger. Parce que quand on inclut quelque chose de mauvais, la suite vous la connaissez. Alors si une situation est comme ça dans la capitale à Lomé, oui. Non, c'est ça la situation. Vous allez dans des boutiques, moi j'ai l'habitude de sillonner ce pays, je connais ce pays à plus de 80%. Vous allez dans des coins où on a exposé des liqueurs, mais avec des noms bizarres, des fois avec des noms que vous connaissez, non, des noms que vous connaissez, mais l'intérieur, ce que le liquide qui est dedans, c'est... Je vais vous donner un exemple. Un jour, j'étais dans un coin avec un grand frère, on prenait un pot, à côté il y avait un monsieur qui était assis. Et il y a un monsieur qui tenait une bonne mallette là, il circule, qui dit qu'il vend les produits. Ah, mais c'est les produits chinois. Chinois, justement. Il est venu, il nous a présenté une boîte, que c'est des comprimés qui donnent de l'énergie, quoi, bon, nous on ne s'est même pas intéressé. Il est allé à côté de ce monsieur, et le monsieur a pris la boîte. Il a fait sortir le produit, la plaquette qui était dedans. La boîte, c'est boîte normale. La boîte est normale, mais à l'intérieur, la plaquette était autre chose. C'était des produits frelatés, des faux produits, mais heureusement c'était un pharmacien qui était assis à côté et qui a voulu en savoir, et il a menacé même d'appeler la police. Il a demandé pardon, on l'a laissé. Voilà comment des individus mal intentionnés, des individus avides de gains faciles s'organisent pour dribbler leurs consciences faibles et vraiment les faire consommer des poisons, je veux dire. Alors si des citoyens s'organisent pour introduire dans le pays des produits avariés, impropres à la consommation, ça veut dire que au-delà des contrôles peut-être qui sont défaillants à certains niveaux, on ne peut pas occulter le fait que la corruption a aussi trouvé un moyen pour entrer dans la maison. Mais écoutez, Eric, je n'ai pas voulu, parce que tu sais cette affaire de... La dernière fois j'ai écouté Essor Hamou, le patron de cette institution qui était sur les écrans de la télévision nationale, où il disait qu'ils viennent juste d'avoir un bureau et que bon, un an après, que bon, ils ont eu 300 millions, maintenant ils peuvent... bon, parce que je suis de ceux-là maintes fois qui interpellaient cette commission par rapport à ce que nous voyons. Pour le moment, on n'est pas encore allé dedans, mais on voit des choses inquiétantes, bizarres. Il faut quand même des institutions pour vérifier, voir si ce que nous disons est vrai ou faux. Et moi, je compte sur cette commission. Maintenant, compte tenu de la nature de la corruption dans notre pays, cette corruption qui est connue même le chef de l'État reconnaît, quand il a reçu, il y a de cela 4 ans ou 3 ans, le Conseil national des investisseurs, il a parlé de la corruption. Ça veut dire qu'il en est conscient, mais quelqu'un, ce n'est pas un individu qui va nous dire
ici en tout cas, quelqu'un qui est chargé de réprimer, de mettre la main sur des... qui va dire que le niveau de la corruption n'est pas... Mais nous allons observer, pour le moment, on les observe, ils viennent de s'installer, on va voir comment cette institution-là va fonctionner et nous aurons à nous prononcer. Pour le moment, c'est pourquoi je ne veux pas me jeter tout de suite à l'eau comme mon confrère Joël pour condamner qui que ce soit. J'attends de voir ce que ces messieurs et dames sont en mesure de faire. Un dossier brûlant sur le tapis. On en avait parlé il y a 2 semaines ici. Oui, ce n'est pas à nous de leur... Oui, ce n'est pas à nous de leur dire, mais messieurs, préparez-vous. Allez-y. Non, je pense que c'est à eux de savoir. Ils ont leur plan de travail. C'est pourquoi j'ai été très heureux de l'écouter, le patron, la dernière fois. Nous allons voir, à partir du moment où ils sont installés, qu'est-ce qu'ils sont en mesure de faire. S'ils vont vraiment plaisanter, s'ils vont s'amuser, bon, on sera là pour dire ce que nous pensons. Non, ça veut dire que... Non, je rectifie. Moi, je ne le condamne pas encore. Mais la condamnation viendra. Mais je suis aujourd'hui... Je suis scandalisé. Par les propos. Je suis scandalisé. Par la façon dont il aborde déjà le sujet qu'on lui a remis. Oui, je ne te coupe pas, le chef de l'État lui-même a eu à parler de ce facturation, tout ça là. Ce n'est pas M. Ouyao qui va nous distraire avec ses propos. Directement au chef de l'État, il lui dit non, tu t'es trompé, il n'y a rien à signaler. Ah oui, hein? Et tout baigne. C'est-à-dire que, est-ce que normalement, je n'aime pas utiliser l'expression dans un pays normal. Normalement, M. Essoa Ouyao devait être appelé à remettre son tablier. Parce que déjà, il a mal entamé sa mission. Mais quand une semaine avant qu'il ne déclare cela, tu as parlé des 600 millions de comptes de la CAN. Des 600 millions des comptes de la CAN, sans compter tous les dossiers qui sont transmis à cette commission-là. Mais ils vont nous dire au vu de tout cela, il dit non, que le niveau de la corruption. Mais alors, celui qui a mis en place la commission, il s'est trompé alors. Si le niveau n'est pas si alarmant, on ne va pas mettre en place une haute autorité. Ce n'est pas une seule commission qu'on a logée quelque part à un ministère, etc. C'est-à-dire qu'ils ont presque un statut constitutionnel. Oui. La constitution n'est pas encore révisée, sinon il y a plein d'institutions qui vont rentrer en fait normalement qui vont avoir le statut d'institution de l'État. Ils ont le statut d'institution de l'État. Ils ne sont sous le contrôle d'aucun ministère. Et ils osent déclarer cela. Je me dis, quel a été le profil qu'on a vu avant de le mettre là? Est-ce qu'il a vraiment l'étoffe? Non, pour le moment, je pense que c'est pourquoi je dis il faut. Ce sont des préoccupations. On va les voir à l'œuvre. On espère que peut-être il va mettre du contenu qui pourra nous faire diluer vraiment les doutes que nous ressentons sur sa personne. Voilà, moi je pense qu'il n'a pas, peut-être à partir de ses propos, je pense qu'il n'a pas voulu faire braquer qui que ce soit contre la commission. J'ai l'impression qu'il veut en tout cas rassurer tout le monde avant de commencer à vraiment s'investir. Et c'est en ce moment-là, on verra. Parce qu'il y a des dossiers. Joël, je comprends un peu ton impatience, mais il y a des dossiers, on n'a pas besoin d'un marabout pour savoir que ici là il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut quand même que cette institution quand même vraiment prenne en tout cas prendre la peine de pouvoir jeter un regard pour voir qu'est-ce qu'il y a. Parce qu'il y a des choses. Ils viennent de s'installer. Moi, je l'ai suivi. Ils viennent de s'installer. Nous allons voir. Parce que ce pays, si ce pays veut aller très loin, je pense que nous sommes de ceux-là qui étaient très contents quand le chef de l'État a mis cette commission-là, cette haute autorité en place, parce que ça va aider vraiment à discipliner les gens, surtout ceux-là qui ont confié les données de l'État, à vraiment mieux se comporter. Et on verra comment est-ce que la commission réagira par rapport donc à la non-déclaration des biens des autorités comme la Constitution le recommande. Alors il y a un sujet qui est passé il y a une semaine, c'est le quotidien Liberté qui l'a traité, et curieusement le journal revient encore là-dessus, c'est par rapport donc à la délégation spéciale de la préfecture du Golfe. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que contrairement à cette haute autorité de répression de la corruption,
il y a la Cour des comptes qui parle très peu, qui sort des rapports très très rarement. La Cour des comptes qui relève certaines manœuvres de détournement de celui qui est en charge, la délégation spéciale de la préfecture du Golfe et certains de ses amis. Ce rapport que nous avons eu quand même à consulter ce matin, qui est sur le site de la Cour des comptes, évoque des versements de primes non prévus, de paiement de travaux fictifs, la réception de paiement de travaux inachevés, ce que le confrère Liberté relève ce matin, puisqu'on évoque des cas de corruption. Est-ce qu'on va comprendre finalement, à la lumière du rapport de la Cour des comptes, qu'il y a un problème sérieux au niveau de Kossi Aboka aujourd'hui, Joël? Un problème, c'est un problème parmi tant d'autres. Ouais. On aurait voulu que la Cour des comptes aille vraiment au-delà. Ça c'est la délégation spéciale de la ville de la préfecture du Golfe. Mais qu'on aille, pendant qu'on aille à la délégation spéciale de la ville de Lomé, et qu'on aille même à la préfecture de Lomé, puisque c'est trois choses différentes. Bien sûr. Mais que la Cour des comptes fasse un travail vraiment de taille, c'est-à-dire, ça c'est le menu fretin. On ne dit pas que c'est rien. C'est quelque chose, mais ça c'est le menu fretin. On attend la Cour des comptes sur de gros dossiers. Il y a l'ARMP qui relève beaucoup d'anomalies que nous relayons dans nos colonnes. La Cour des comptes ne s'est pas encore penchée, ne s'est pas encore prononcée sur ça. Mais sinon, moi je vois que la question d'Aboka, ça, on a profité pour le mettre dans un contexte où il y a déjà il y a eu beaucoup de guerres de tranchées entre lui et la préfecture du Golfe. Effectivement. Après la question des diplômes, c'est aujourd'hui la question des primes non prévues qui sont attribuées, etc. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la poursuite de la Cour des comptes rentre dans la cantate de règlement de comptes. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on relève des choses, après il se passe quoi? C'est ça? Effectivement. Aujourd'hui on relève des choses, mais après non, il se passe quoi? Avant même d'arriver là, c'est-à-dire pourquoi on sélectionne ce qu'on veut relever. Il ne faut pas qu'on sélectionne, c'est-à-dire qu'il faut la Cour des comptes, elle a été fortement critiquée, longtemps critiquée pour son silence, on ne voit rien. Donc on veut sortir des choses, mais qu'on fasse vraiment un travail, c'est-à-dire qu'on sente que la Cour peut vraiment apporter de la lumière, veut vraiment auditer les comptes. Et bon, maintenant, la suite, je crois que cela ne relève pas de la Cour, je crois que ça relève maintenant du procureur de la République. De la justice. Voilà, ça relève de la justice et enfin des institutions, des instances de l'État qui sont chargées de réprimer, enfin qui juridiquement sont habilitées à réprimer, à demander des comptes, c'est-à-dire sur la base des anomalies que la Cour des comptes a relevées. Et voilà, maintenant à demander à ce que vous restituez soit les faits ou bien que vous purgez des peines privatives de liberté, etc. Si c'est prévu. Voilà. Et pour la suite, je crois que ça revient à ces institutions-là. On attend de voir ce qu'eux aussi vont faire. Elles aussi, elles vont faire plutôt. Michel. Moi, je ne sais pas pourquoi je parle de la Cour de compte qui a fait. C'est un rapport sélectif. Je pense que Liberté peut-être a eu à prendre un aspect de ce rapport. Le rapport est sur le site. Oui, et c'est par rapport à beaucoup de choses. Ce n'est pas le rapport rapporté sur la délégation spéciale de la ville de la préfecture. Non, pas sur la délégation spéciale. C'est un rapport qui concerne beaucoup de comment l'appelle-t-on, connus par la Cour des comptes. Et donc ce n'est pas spécifiquement pour la délégation de la préfecture du Golfe. Mais moi ce que je voulais dire, c'est que bon, ce qui se passe dans cette en tout cas à la présidence de la délégation, c'est curieux quand même. Ce n'est pas avocat est tranquille parce que le bout n'est pas là. Et non, c'est des roulettes, c'est avec lui, non, tout le monde sait ce qui se passe là-bas. Monsieur Aboka, il est là-bas quand nous étions étudiants. Moi, je suis sorti de l'université il y aura bientôt 20 ans. Et il était là avant que je ne sois étudiant. Il est là. Donc, ça fait plus d'une vingtaine d'années, le monsieur est là-bas. Tout ce qu'il fait, les gens sont au courant. Ce n'est pas ce que Liberté relève. Les gens savent ça. Mais bon, si on n'a pas la possibilité, on n'a pas la possibilité de voir et de sanctionner les gens. Bon,
on va relever, bon, ça va servir à quoi? C'est tout le problème. Tout le monde connaît ce qui se passe là-bas. La corruption. Vous savez, vous rappelez la guerre ouverte qui existait comme M. Melebou, préfet à l'époque, mais on a jugé déposer M. Melebou et laisser Abouka tranquille. Celui qui est venu aujourd'hui, ils sont bras dessous, et en avant, ça marche comme ça. Bon, moi, c'est pourquoi je n'ai pas de commentaire particulier à faire autour de ces deux. Parce que c'est des choses que si on veut voir qu'est-ce que chacun fait dans ce pays, on va voir. Et si on veut sanctionner, on sanctionne. Au moment où on ne veut pas, bon, qu'est-ce que vous voulez? Ce n'est pas... on parle de délégation spéciale de la préfecture du Golfe. Il y en a d'autres qui sont là. Oui, il y en a. Encore certains se comportent choses. Nous, on veut de sanctionner les gens. Parce que c'est ça qui permet de discipliner et d'inculquer une certaine rigueur dans la gestion pour que le pays puisse véritablement avancer. C'est tout. Voilà. Joël? Non, je crois que Tchadja a repris en fait quelque chose que j'avais dit ici sur ces antennes ici quelques jours plus tôt. C'est-à-dire que je suis toujours dans la métaphore du père de famille. C'est-à-dire tu es un père de famille, dans ta maison, il y a des enfants véreux, tu donnes des consignes, c'est pas respecté, et puis tu ne dis rien. Mais la maison va aller où? La famille va vers où? Donc en fait c'est ça aujourd'hui ce qu'il faut reprocher à Faure Gnassingbé. Il ne joue pas encore. C'est le responsable de tout ça. C'est lui le père de famille, de la famille togolaise que nous formons. Mais tu donnes des missions aux gens, ils ne respectent pas. C'est-à-dire que les gens s'illustrent même dans la défiance. Et le papa, il ne dit rien. Mais même quand les jeunes de la maison, ils crient, que nous autres, nous sommes ceux-là qui sont censés contrôler comment les choses sont, les biens sont répartis. Ils crient, et le papa, il ne dit rien. Et bien, la maison va vers où? Hein? Quel est l'avenir de cette maison-là? C'est ça. Très bien. Alors, il y a d'autres sujets également de l'actualité, notamment cette sortie de Faure Gnassingbé hier chez nos confrères de Jeune Afrique. Une interview reprise depuis lors sur les réseaux sociaux avec des commentaires qui vont avec. Et ce matin, plusieurs journaux sont revenus là-dessus. Il y a Courrier de la République qui est certain aujourd'hui. Pour lui, c'est clair. Faure Gnassingbé ne veut pas quitter le pouvoir. Le pouvoir simplement dure à cure. Et écrit Tchakala Alero ce matin. J'y suis, j'y reste. C'est vrai que Faure Gnassingbé a évoqué pas mal de sujets. La crise en cours actuellement, le cas du PNP, le dialogue à venir, la présidentielle de 2020 également, s'il sera candidat ou pas. Je voulais quand même passer quelques séquences avant de revenir en commentaire sur la sortie du chef de l'État. Dans l'interview qui donc l'a accordé donc à Jeune Afrique, il dit ceci en réponse à la question qui lui a été posée par rapport donc à la crise que traverse le Togo depuis bientôt 5 mois. Pourquoi et comment en est-on arrivé là? Et le président de la République de répondre. Il est encore un peu tôt pour avoir une pleine compréhension de ce mouvement assez complexe. Je m'en tiendrai donc à deux constats. Le premier est l'élément politique qui a porté la revendication, notamment dans les médias internationaux. Les réformes constitutionnelles, nous les avons engagées. Le texte proposé est devant l'Assemblée nationale et le processus va suivre son cours. Le second constat est plus préoccupant. Nous sommes en Afrique de l'Ouest où sévit un arc de crise terroriste qui va du Mali au lac Tchad. Quand on voit au Togo, lors des manifestations, des gens brandir des kalachnikovs, quand on entend des imams appeler à l'émeute dans certaines mosquées, quand on exige des forces de l'ordre de réciter des versets du Coran pour avoir la vie sauve, cela interpelle. Surtout lorsque le parti à l'origine de ces manifestations est d'apparition soudaine et que ces circuits de financement sont opaques. Ces aspects inquiétants ont certes été depuis tempérés lors des manifestations communes organisées entre ce parti et l'opposition, ce dont je me félicite, mais je ne les oublie pas, ils sont là. Alors, autre question.
Vous faites évidemment allusion à Atipi Akadam et à son parti, le Parti national panafricain, très implanté au sein de la communauté musulmane des terres. Ni vous, ni l'opposition historique n'avez vu venir ce phénomène. Pourquoi? Alors, et le président de répondre. En réalité, avant la manifestation violente du 19 août, qui a été une sorte de climax, ce parti avait organisé une quinzaine de démonstrations pacifiques et encadrées. Puis, brusquement, les revendications et le mode opératoire se sont radicalisés. L'objectif, c'est évident, était de rééditer une sorte de scénario insurrectionnel. Ce à quoi nous avons assisté ensuite n'était rien d'autre qu'une tentative de prise de pouvoir par la rue. Elle a échoué. Autre question. L'opposition, disons, traditionnelle s'est greffée sur cette contestation avec un mot d'ordre classique, le retour à la Constitution de 1992, et un autre maximaliste, votre départ imminent du pouvoir. Est-elle également, selon vous, partie prenante de ce scénario insurrectionnel? Le président de la République de répondre. Je crois que ces slogans dont les auteurs savent ou savaient pertinemment qu'ils ne pouvaient être appliqués ont été brandis pour justifier la poursuite des manifestations. Leur apparition est curieusement concomitante avec le dépôt du projet de réforme de la Constitution devant l'Assemblée. Ce texte répondant aux revendications de l'opposition, cette dernière a choisi un autre terrain, la rue. En ce sens, oui, sa volonté de déstabiliser le pouvoir était très claire. Elle ne s'en est d'ailleurs jamais cachée. Ce projet de réforme, qui doit être en principe soumis à un référendum, que dit-il? Le président Faure Gnassingbé de répondre. Limitation du nombre de mandats présidentiels à deux fois 5 ans. Limitation également du mandat des députés. Instauration d'un mode de scrutin à 2 tours. Une réforme très classique qui, de plus, apporte un supplément de démocratie par rapport à 92 de l'avis de nombre de constitutionnalistes. Alors, pourquoi un retour à la Constitution de 92 est-il inenvisageable à vos yeux? Et le président de répondre. Cette question a été vidée par les rédacteurs de cette Constitution eux-mêmes, qui ont expliqué lors d'un colloque qu'il était illusoire, inopportun d'y revenir et qu'il convenait d'aller de l'avant. La Constitution de 92 était une constitution partisane adoptée par une assemblée monocolore. Elle a été rectifiée en 2002 par une autre assemblée monocolore. Il fallait donc sortir de cette dichotomie des extrêmes et convenir d'un test consensuel. Pourtant, même la conférence épiscopale du Togo demande le retour à la Constitution de 92. Et le président de répondre, je crois que les évêques ont depuis mis un peu d'eau dans leur vin de messe. Cette revendication tardive de la conférence épiscopale a d'autant plus surpris qu'on ne l'avait jamais entendu auparavant de sa part, ni lors du dialogue de 2006, ni ailleurs. C'était une erreur d'appréciation de la complexité de la situation. Autre question, autre personnalité à s'être prononcée pour un retour à ce qu'on appelle ici la C92. Gilles-Christ Olympio reviendrait-il votre adversaire après avoir été votre allié? Et le président de répondre. La réalité est plus simple. Le parti de Gilles-Christ Olympio s'est entre-temps divisé et la majorité a rejoint l'ANC de Jean-Pierre Fabre. L'essentiel de sa propre famille biologique est également resté au sein de l'opposition. Ce sont ses proches qui ont exercé des pressions sur lui afin qu'il adopte cette position, tout en annonçant sa retraite politique. Autre question. L'opposition exige que la réforme constitutionnelle soit rétroactive en ce qui concerne le nombre de mandats. En d'autres termes, que vous voyez empêcher de vous représenter en 2020. Que répondez-vous? Faisons les réformes, évitons de les personnaliser. Ne mélangeons pas les sphères politiques et juridiques. Les constitutions disposent pour l'avenir, non pour le passé. Autre revendication, le vote des Togolais de l'étranger. Pourquoi vous y opposez-vous? C'est inexact. Je n'ai aucune position de principe à ce sujet. Et cela fait partie des choses sur lesquelles nous pouvons nous entendre lors du dialogue. Il faut simplement bien examiner les aspects techniques.
Les manifestations qui se sont déroulées depuis le mois d'août ont fait des victimes. Combien selon votre décompte? Je ne cesse de penser à ces victimes innocentes. J'en suis peiné, nous n'avons nul besoin d'en arriver là. Il y a eu 6 morts par balle du côté des manifestants et 2 membres des forces de l'ordre lynchés et décapités à Sokoré. C'est absolument déplorable. Des enquêtes sont en cours et la justice fera son travail. La question des journalistes de Jeune Afrique. On a relevé la présence de milices qualifiées de groupes d'autodéfense aux côtés de la police et de l'armée. Le reconnaissez-vous? C'est une réalité que je déplore, mais qu'il faut replacer dans son contexte, celui des premières manifestations violentes du PNP et des multiples provocations auxquelles se sont livrés les militants de ce parti. C'est cela qui a donné naissance à ces groupes d'autodéfense qui sont également condamnables et que nous condamnons. On vous reproche d'avoir tenu des propos revanchards devant les bérets rouges du camp de Temeja au début de novembre. C'est exact? Fort de répondre. Écoutez, je suis le chef des armées. Je demande aux militaires de ne pas faire usage de leurs armes. 2 soldats qui gardaient des édifices publics ont été massacrés. La moindre des choses de ma part était de compatir et de promettre aux militaires qu'on rechercherait les coupables sans relâche et par tous les moyens pour les livrer à la justice. Je n'ai pas dit autre chose. Tout chef d'État responsable aurait tenu les mêmes propos. Êtes-vous satisfait du comportement de votre parti, UNIR, pendant ces événements? Tout à fait. l'UNIR a organisé dans le calme de grandes manifestations et ses dirigeants ont toujours tenu des propos responsables. Vous semblez discerner derrière la frange la plus dure de l'opposition, en l'occurrence le PNP de Tikpi Tedam, l'influence de réseaux islamistes radicaux. De quel élément disposez-vous pour avancer cette hypothèse? Et le président de répondre. Je pense que cette hypothèse est réaliste. Les éléments constitutifs qui l'accréditent existent. La région de Sokodé, berceau du PNP, est fortement islamisée. Des armes circulent. Une poignée d'imams radicaux tentent d'enflammer les esprits en lançant des appels au djihad contre l'armée et les familles des militaires. 2 d'entre eux ont été arrêtés puis relâchés et placés sous contrôle judiciaire dans le cadre de la procédure. Cela dit, il ne faut pas stigmatiser cette ville ni cette région. Lors de ma récente visite à Sokodé, j'ai reçu un accueil bienveillant, voire chaleureux, qui prouve que sa population aspire à la paix et rejette la radicalisation qui mène à la violence. 9 mesures de méfiance, je reprends la question. 9 mesures de confiance ont été prises début décembre par votre gouvernement afin de faciliter l'ouverture d'un dialogue politique avec l'opposition. Ce n'est pas le premier. Quel en sera l'ordre du jour? Le dialogue est un élément essentiel de notre société. Avant de décliner son ordre du jour, il va falloir convenir de sa composition. Nous avons au sein de l'opposition des partis représentés à l'Assemblée et des partis extra-parlementaires. Ils devront décider s'ils viennent séparément ou en coalition. Nous avons aussi des partis qui n'ont ni manifesté ni revendiqué et qui agissent dans le cadre des institutions. Ceux-là aussi ont le droit de participer. Cette crise est politique. Le dialogue sera donc une séquence purement politique. Dialogue ou conférence nationale bis? Et le président de répondre. Dialogue. Tout le dialogue. Rien que le dialogue. Il n'y aura pas de conférence. Le référendum aura-t-il vraiment lieu? Nous y sommes tenus. C'est une disposition constitutionnelle. Il aura lieu après le dialogue. Quand s'ouvrira celui-ci? Très prochainement, en ce qui concerne sa phase préparatoire, avant les fêtes de fin d'année. Si le projet que vous avez soumis à l'Assemblée est adopté par référendum, vous pourrez vous représenter en 2020 puis en 2025 et si vous l'emportez, rester au pouvoir jusqu'en 2030. Comprenez-vous que cette perspective soit insupportable aux yeux de vos adversaires? Je comprends leur impatience, bien sûr, mais les épreuves que nous avons connues
dans le passé doivent nous envisager une chose essentielle. Il faut respecter l'état de droit. Il n'y a pas d'autre moyen d'accès à la magistrature suprême que les élections. Il faut faire confiance au peuple togolais et pour cela l'interroger plutôt que de parler à sa place. Serez-vous candidat en 2020 ? Et le président de répondre, je ne me suis pas encore dans cette perspective. Ma préoccupation est immédiate. Sortir de ce moment difficile afin que les Togolais retrouvent quiétude et sérénité et se remettre dans le sens de la marche. Car cette crise a coûté cher à notre économie, en particulier aux femmes commerçantes qui ont beaucoup souffert. Voilà entre autres réactions du chef de l'État et encore 2 pages entières. Et je pense que beaucoup de sites ont repris cette interview du président de la République. Et il a aussi dit que l'opposition n'a pas de leçon de démocratie et de respect des droits de l'homme à me donner. Autre chose, je suis le fils de Gnassingbé Yadema, j'en suis fier. Devrais-je changer de nom pour satisfaire certains? Le reste à découvrir donc dans les journaux qui sont dans les caisses ce matin et puis sur plusieurs signes d'information. Première réaction, Michel Tena. Non, je pense que depuis le début de cette crise, les gens attendaient que le chef de l'État peut-être fasse une adresse à la nation. Ça n'a pas été fait, mais il a trouvé d'autres créneaux pour peut-être parler aux Togolais. Je veux parler de l'ouverture du congrès, du premier congrès statutaire de UNIR à Thiévié, où il a dit 2 mots concernant cette crise, et après il s'est prononcé aussi devant les militaires au camp Témédia, et je pense que c'est ça. Et donc aujourd'hui, avec sa sortie dans le magazine Jeune Afrique, on se rend compte que réellement il avait beaucoup sur le cœur et il a essayé de donner son point de vue sur toute la ligne. Je pense que les questions qui lui ont été posées sont des questions essentielles et il a donné d'une manière claire et nette sa vision des choses. Je ne sais pas si tu voudrais qu'on revienne peut-être sur certains aspects de... On va revenir tout à l'heure sur certains aspects de la sortie du président Faure Gnassingbé. Peut-être aussi une réaction avant de marquer la pause et revenir ensuite pour continuer le débat. Joël. Oui, je crois que Faure Gnassingbé, il a dansé, il s'est apprécié lui-même dans l'exercice qu'il a fait avec Jeune Afrique. C'est comme ça que vous comprenez? C'est comme ça, moi j'ai compris. Et pour maintenant, c'est-à-dire que l'objectif de cet exercice, c'est soit de calmer le jeu, hein, enfin dans le contexte où on est, si le chef d'État à ce niveau-ci, il fait une sortie, c'est de calmer le jeu, ou alors de requinquer son image. Bon, est-ce que ce que Faure Gnassingbé a fait, est-ce que ça a permis de rapprocher un peu plus les positions? Parce que c'est sa mission en tant que chef d'État. Est-ce que ça a permis de rapprocher un peu plus les positions? Aucunement. C'est-à-dire qu'il n'a fait que braquer encore plus les camps. Est-ce que ça permet de dégonfler la rue aujourd'hui? Aucunement. Bon, ce qui m'amène à conclure que ce n'est même pas ce qui m'amène à conclure. C'est-à-dire qu'on a vu dans son interview que tous ceux qui sont passés aujourd'hui comme porte-parole du gouvernement, tout ce qu'ils ont dit à tort et critiqué vertement par la presse, tout ce que ces messieurs-là ont dit, ont obtenu caution du chef de l'État. C'est ça, c'est-à-dire que tout ce que les gens ont dit aujourd'hui pour braquer plus les gens, pour passer de 100 000 à 1 million de manifestants dans la rue, en fait tout cela a été cautionné par le chef de l'État. Bon, maintenant, il faut conclure que l'exercice qu'il a fait, ça ne sauve pas le Togo, mais ça divise plus le Togo. Taxi Presse avec Joël Ega, le patron du journal Fraternité, et Michel Tchadia, le patron du journal Ouara les Vainqueurs. Michel, Faure Gnassingbé a parlé, il a évoqué la crise en cours actuellement. Alors sur ce point précis, quand on écoute le chef de l'État, quand on le lit, on a le sentiment qu'il dit la crise, c'est vrai, elle était là, mais désormais, elle est derrière
on avance. Non. Mais elle n'est pas derrière. Si elle était derrière, on ne devait pas aller vers le dialogue. Il a reconnu qu'il y a la crise, il a décrit les manifestations violentes. Tout le monde reconnaît que les manifestations au début étaient violentes. Il y a eu mort d'hommes au début, et que ce soit du côté des manifestants, du côté des forces de l'ordre, avec le décès de ces deux militaires-là, qui n'étaient même pas affectés pour le maintien d'ordre. Ils étaient juste postés en faction devant le domicile d'une autorité. Donc, au début, les manifestations étaient violentes, et il reconnaît aujourd'hui que par la suite, surtout ces derniers mois, ces manifestations sont pacifiques. Mais maintenant, les dommages que le Togo, que ces manifestations ont causé, il faut quand même essayer de retrouver les coupables. Il a regretté les morts de toutes parts, que ce soit des civils qui ont trouvé la mort ou les militaires qui ont aussi perdu la vie. Il a déploré cela, mais il a promis que les enquêtes seront diligentées pour pouvoir démasquer les éventuels coupables, et puis qu'ils subissent la rigueur de la loi. Je pense que son poste, en tout cas le poste qu'il occupe par rapport à cette situation, c'est ce qu'il devait faire. Il dit également que les chefs suprêmes des armées, et que devant les militaires qui ont été tués, il ne pouvait que ce langage, contrairement à ceux qui disent qu'il a tenu des propos menaçants, diviseurs, tout ça là. Il dit non, en tant que chef d'État responsable, que ce soit ici ailleurs, normalement, c'est ce qu'il devait dire, compatir, en tout cas, à la douleur des parents qui ont perdu leur frère, oui, et peut-être aussi voir dans quelle mesure on peut retrouver les coupables et les sanctionner. Alors, je vois tout à l'heure, tu disais que la sortie de Faure Gnassingbé sur la question de la crise ne rassure pas véritablement. En tout cas, cette sortie divisera plus que rapprocher les points de vue. Non, l'avis. Non, pourquoi ça divise? Ça dépend. Vous savez, à chaque sortie, quand il était sorti à Tapamé, les gens ont eu à faire leurs commentaires. Bien sûr. Mais aujourd'hui, il a fait une sortie dans un magazine, les gens font leurs commentaires. Bon, qui vous dit que les sorties de ses adversaires, ça réunit plus quand ceux qui s'opposent à lui, quand ils sortent, c'est union, c'est quoi? Je pense que ça dépend de l'angle sur lequel on est. Mais un chef d'État ne peut pas tenir des propos et penser que ces propos-là vont diviser davantage les populations pour lesquelles il est là. Et que surtout, il a l'obligation de veiller à la cohésion nationale, à la paix civile, et penser véritablement vers le développement du Togo. Vous l'avez lu, il a mentionné un fait très important, comme quoi l'heure est arrivée d'aller à un véritable dialogue à partir du moment où les opposants ont raté, parce qu'ils ont raté la prise de pouvoir par la rue. C'est pas moi qui le dis. Oui, de l'insurrection, ils ont échoué. Et donc, c'est pourquoi certaines langues, depuis quelques semaines, disent non. Mais à quoi sert d'être dans les rues constamment? Il faut aller dialoguer, voir ce que l'opposition peut avoir, parce qu'elle ne peut pas avoir tout. Et donc, c'est dans cette logique que le chef de l'État dit, mais maintenant, allons au dialogue. Le référendum, il est en suspens, hein. Et donc, oui, parce on a compris que c'est une disposition constitutionnelle. Oui, on a compris à la lumière de la sortie du chef de l'État. Voilà. Parce que la dernière fois, nous l'avons. On revient là-dessus. La prochaine fois, la fois dernière, dans notre parution, le jeudi passé, on a repris une libre opinion de M. Koudéiou, qui disait que dialogue ou pas, les réformes se font à deux niveaux. Soit c'est par référendum ou bien au Parlement. C'est les deux lieux. Mais non, c'est les deux lieux. Donc, le référendum est en suspens, et que maintenant il faut faire face. Il faut aller rapidement au
au dialogue. Il a dit, peut-être les travaux préparatoires auront lieu même bien avant la fin de l'année. Les gens même sont impatients que l'opposition, le pouvoir aille à ce dialogue-là pour vraiment, véritablement faire tomber la tension qui règne actuellement au pays avec des manifestations répétitives. Donc, je pense qu'il a été clair sur toutes les questions. Il a été clair. C'est ses idées. Ça peut ne pas plaire à certains. Et c'est comme ça la vie. Et donc, c'est sa vision de la crise. Voilà. Donc, Joël, pourquoi est-ce que vous dites que Faure Gnassingbé aujourd'hui, à travers sa sortie, aura ou divisera plus que fédérer les énergies autour de lui? Oui. De toute façon, déjà sont dans la rue et il n'arrivera jamais à les convaincre pour le faire aller. Oui, mais quand le chef de l'État dit il y aura dialogue et référendum, c'est presque un dictat. C'est presque un dictat. Parce que le rôle, l'objectif du dialogue, c'est de voir comment est-ce qu'on évitera d'aller au référendum. Mais ça veut dire que les positions sont bien tranchées. Il a dans sa tête ce qu'il va demander à ses lieutenants d'aller dire. Oui, il y aura le référendum. Oui, c'est ce qu'il a dit. Oui, il y aura dialogue et puis référendum. Mais ça veut dire que en fait, il y a... Non, c'est pas un diktat. Attendez, mais comment est-ce qu'on peut déjà décréter qu'il y aura un... Il connaît déjà l'issue du dialogue. Puisque le dialogue peut permettre à ce que l'opposition fait 47 amendements sur la loi, le projet que le gouvernement a envoyé. Mais nous disons, si même déjà, à défaut de ces 47, on prend déjà ne serait-ce que 3 des amendements pour intégrer, ça peut ressembler un peu à la Constitution de 92. Peut-être que l'opposition peut dire, ok, ça nous suffit. Et une fois qu'on retourne au Parlement, on vote. Au lieu d'aller au référendum, on vote. Mais pourquoi lui décrète déjà qu'il y aura le référendum? Mais ça traduit, en fait, quand vous prenez... Oui, mais la situation actuelle, c'est le référendum. Non, la situation actuelle, c'est le référendum. C'est justement, c'est la voie qu'ils avaient pris. On demandait aller au dialogue, on a dit non, voie référendaire. On a refusé de discuter au Parlement. Mais en fait, quand on ramène le mot référendum, il y a une volonté de rancœur, de revanche. C'est-à-dire que on sent qu'ils sont réfractaires à la critique. Et c'est ce qui transparaît dans l'interview que le chef de l'État a fait. Moi, je ne trouve pas que c'est un exercice poli, mais c'est un exercice où il n'a pas allé au-delà de sa personne pour entrer dans la peau vraiment de rassembleur. Et je ne sais si on lui a remis, enfin, c'est vrai, ça peut pas paraître sans son onction. S'il a donné son onction, je dis non. Il a raté. François Soudan est venu à Lomé. Effectivement, j'allais dire que l'interview a été réalisée. Effectivement, mais après, tout ça, dans ces exercices-là, pour avoir été longtemps d'expert en communication, ça veut dire qu'on revoit la copie, on dit tel mot n'est pas bon, il faut mettre celui-ci pour diluer, etc. Parce que c'est un exercice, c'est-à-dire la communication a ses pour et ses contre. Au lieu d'améliorer quelque chose, vous risquez de l'envenimer. Et c'est ça qui est transparu. C'est-à-dire qu'on a mis l'orgueil à plus pris le dessus dans cette interview-là que l'humilité qui doit normalement, c'est-à-dire que permettre de ramener celui qu'on ne supporte même pas. Faure Gnassingbé, dans cet exercice, il n'a pas du tout été humble. Il n'a pas du tout été humble. Le chef de l'État n'a pas du tout été humble et on remet ça à quelques structures de communication que ce soit, on dira, dans cette crise-là. Il a fait une interview vraiment orgueilleuse qui a plus braqué plutôt que de diluer la tension. Je parle de référendum, mais quand le chef de l'État dit on a mis des forces de l'ordre pour protéger des édifices publics. Excusez-moi. Tout respect pour la mémoire de ses concitoyens, parce qu'au-delà du treillis, c'est des frères. Tout respect pour la mémoire de ces concitoyens qui ont été lynchés et égorgés, comme on le dit. Mais est-ce qu'ils ne gardaient pas les édifices publics? Non. Ils ne gardaient pas les édifices publics? Mais comment est-ce qu'on peut laisser de telles coquilles? C'est-à-dire qu'on a mis... Il y a le moi qui a pris le dessus dans l'interview. Mais quand le chef de l'État se permet... Vous voulez écouter Faure Gnassingbé en tant que président de la République? Effectivement. Pas Faure Gnassingbé dont le fauteuil est mis en péril, on le critique pour son... Non. Je veux entendre un chef de l'État. Quelqu'un qui va au-dessus, qui va au-delà de nos relents personnels, mais qui sauve le Togo. Parce que ce qu'il a fait là, aujourd'hui, il est allé sur le terrain de l'islamisation. Non, oui, on va en parler. Et puis, excuse-moi, on a vu même, quand tu vois les éléments qu'on a mis dans l'interview, les photos, on sent que le chef de l'État, en fait, la présidente a choisi son opposition. On a préféré mettre plus seul ceux qui sont en orange, et puis une foule parsemée, ceux qui sont en orange, comme on a connu quand l'ANC était seul à battre les rues,
que de mettre aujourd'hui des photos réelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on vous prend la photo des manifestants, c'est plus le rouge qui domine. C'est une évidence aujourd'hui, c'est ça la réalité. Mais on a choisi son opposition et on ne fait pas, en fait, on fait du mal à l'ANC parce que implicitement, quand quelqu'un... On veut les opposer. Oui, c'est-à-dire qu'on préfère... on fait de l'ANC le partenaire du pouvoir et plutôt que d'accepter que c'est aujourd'hui... D'affronter la réalité. Merci. Merci. Non, je pense que... Je suis d'accord avec Joël. Non. C'est votre droit de toute façon. Oui, je pense qu'il doit aller au-delà de ce qu'il est en train de dire là. Parce que... Mais comment dire que quelqu'un n'est pas humble quand il dit la vérité? Le chef de l'État a dit sa vérité. Mais les responsables politiques de l'opposition font des sorties intempestives. Ce qu'ils disent aussi, nous écoutons. Pourquoi vous empêchez un chef d'État de dire ce qu'il pense d'une situation donnée? Il n'est pas sorti pour faire plaisir. En disant qu'après le dialogue, il y aura un référendum? Non, attends, mais on en viendra. Mais il n'est pas sorti pour te faire plaisir, toi, Joël, ou bien. Il est sorti pour dire ce qu'il pense de la situation. Il n'est pas sorti pour faire plaisir à des gens. Là où il est aujourd'hui, avec ses propos, mais il y a des gens qui se retrouvent. Si toi tu ne te retrouves pas, tant mieux. Mais il y a des gens qui ont bien compris, qui savent ce que le chef de l'État veut pour ce pays. La preuve, il dit, mais évacuons rapidement, par le dialogue, cette crise-là, pour lui, sa préoccupation actuelle, si je me trompe, c'est d'aider à sortir de cette situation pour relancer le pays sur la voie du développement, parce que les gens, les marches ont créé des ennuis à notre économie, surtout les femmes et tout ça là. Mais tu trouves que ce n'est pas un chef d'État responsable qui soit préoccupé je n'ai jamais dit de l'économie? Mais tu dis il n'est pas humble en faisant quoi? Il a dit, il a donné, vous faites partie de ceux-là qui l'ont critiqué pendant des mois, qu'il ne dit rien. Maintenant il a dit, et maintenant vous trouvez qu'il n'est pas humble. Moi je ne l'ai jamais, je n'ai jamais critiqué. Vous avez longtemps reproché. Ça veut dire que soyez rigoureux dans vos analyses. Non, je suis rigoureux, mon frère. Non, je n'ai jamais dit ça justement. Pourquoi tu me mets dans le lot de ceux qui la déclaration du chef de l'État? Moi je n'ai jamais. Oui, je ne dis pas. Parce que je sais très bien. Non, mon frère. Je ne le nie pas. Je sais très bien que quand le chef de l'État, quand le chef de l'État va parler, il ne va pas apporter de grandes choses. Pourquoi tu me coupes? Je le sais. Je ne t'ai pas coupé quand tu parlais. Non, tu ne peux pas me recadrer. Ce que j'ai dit, c'est que le chef de l'État a fait une sortie où, moi je trouve, j'ai lu une bonne partie. Heureusement que tu as complété une très bonne partie avant d'arriver ici, où sur chaque point, il a essayé de donner sa vision, comment les faits lui ont été rapportés, l'analyse qu'il a faite de ces faits-là, et peut-être tu l'as dit, on va revenir par rapport à ce qui s'est passé à Sokodé, avec des armes qui circulent. On a dépouillé les militaires de leurs armes. Tout ça là, actuellement ils le disent, les armes circulent dans cette région-là, même si ce n'est pas dans cette région seule, les armes circulent dans certains coins de ce pays, ce qui n'est pas bien pour la sécurité de Joël, pour ma sécurité, pour la sécurité d'Éric. Et quand un chef d'État dit, mais nous avons l'impérieux devoir de reprendre la situation en main, en faisant en sorte que la paix civile revienne dans le pays, en faisant en sorte que les populations, en tout cas, surtout par rapport au groupe d'autodéfense, j'étais de ceux-là. Heureusement, le chef d'État dit qu'il condamne cela aussi. Moi aussi, tu te rappelles, Eric, j'ai dit, moi je suis contre ceux-là qui étaient sortis dans le chef d'État. Oui, il le regrette, mais il explique. Chef de l'État, il regrette. Mais puisque c'est déjà passé, c'est déjà passé. Il a expliqué et il dit qu'il condamne cela. Oui, il le justifie à peu près. Non. Par rapport aux premières manifestations de l'opposition violentes. Oui. Donc que certains peut-être se sont organisés pour. Oui, mais il condamne ça. Il a condamné. Voilà, il a condamné cela. Donc à chaque point, le chef d'État a donné sa vision, comment il voit les choses et qu'est-ce qu'il veut faire pour faire en sorte que la tension retombe. Tout le monde, vraiment aujourd'hui, on a hâte de voir le dialogue démarrer. Et heureusement, dans l'interview, il dit que... ça pourrait intervenir avant la fin. En fait, c'est une bonne nouvelle. Il fallait qu'il quand même prenne la parole. Et à partir de cette interview, mais les Togolais, ceux qui voulaient entendre le chef d'État sur un certain nombre d'aspects, je pense qu'ils sont satisfaits aujourd'hui. Maintenant, les commentaires, qu'ils soient humbles ou qui n'est pas... Ça, c'est des vues d'esprit. Les gens peuvent donner, mais la réalité est là. Un président de la République, devant une situation, on aurait voulu
qu'il quand même prenne la parole beaucoup plus tôt que ça. Mais bon, nous ne sommes pas dans son agenda. Oui. Et aujourd'hui, il a fait une sortie. Nous en sommes heureux. Alors, je voudrais qu'on aborde toujours l'interview de Faure Gnassingbé, mais sur un autre plan, beaucoup plus par rapport donc à sa présence ou à sa candidature en 2020 ou non. On rappelle que l'opposition dans la rue depuis 4 mois déjà, un peu plus désormais. Non, 4 mois, on fera un bouclage de 4 mois demain. Oui. Demain le 19. Oui. Demain, ça fera 4 mois que l'opposition est dans la rue, à travers le pays. Et Faure Gnassingbé, sur sa candidature ou non en 2020, il est évasif sur le sujet, Joël. Il n'est pas précis. Non, il dit que ce qui est important pour lui aujourd'hui, c'est sortir le pays de ce marasme. Oui, mais à sa place, je tiendrai le même discours. Ah oui? À sa place, je tiendrai le même discours. Mais quand vous voyez toutes les contingences qui sont aujourd'hui, sa famille politique unie, et quand vous voyez tout le clan qui l'entoure, les intérêts qui sont en jeu, vous demandez à Faure Gnassingbé de dire aujourd'hui qu'en 2020 il ne sera pas candidat, il ne peut pas vous dire oui. C'est ce que l'opposition demande. Oui, mais c'est ce que l'opposition demande. Mais il faut être aussi conscient que l'opposition... Peut-être que ça pourra participer à calmer les jeux. À calmer la rue. Non, ça pourra peut-être participer à calmer la rue, mais ça ne pourra pas participer à calmer son camp. Parce que... Il y a des velléités. Non, attendez, frère, tu le sais mieux que moi. Unir, qu'est-ce qui a motivé le congrès de Tchévier? C'est parce que... on veut mieux s'organiser pour les prochaines élections. Non, c'est parce que ça ne tournait pas rond. Et c'est pas le scénario qu'on attendait au sorti du congrès de Tchévier. Donc, Unir aujourd'hui a tellement de dinosaures en son sein, des gens qui sont... que la corruption sur laquelle on s'est tué a permis à beaucoup de rentrer dans le rang des milliardaires. Les gens ont aujourd'hui la possibilité de nourrir des visées avec des moyens sur le fauteuil présidentiel. Donc aujourd'hui, Faure, il est un peu l'arbre qui cache la forêt. Bon, c'est normal. On peut pas lui demander à ce qu'il... Enfin, on peut pas l'obliger à ce qu'il réponde oui. Moi, à sa place, je ne répondrai pas oui. Même si. Parce que, vous savez, la fois dernière, quand vous... au Nigeria... Abuja. À Abuja. D'abord, c'est une tâche dans sur l'image, enfin sur le visage du Togo que une conférence qui devait normalement se tenir à Lomé, on a dû le déplacer au Nigeria. Même quand on dit que quand on veut faire savoir que non, la crise ne nous impacte pas trop, tout est normal, on a dû déplacer la conférence là. Et quand le chef de l'État devait descendre de l'avion, qui est venu l'accueillir? C'est le vice-président nigérien qui est venu l'accueillir. C'est rien de grave. Enfin, non, excuse-moi mon frère. Il est quand même le président de la CEDEAO. C'est lui en fait qui accueille les gens. Normalement, mon frère. Non, attendez. Je dis, Joël, croyez-le ou pas, diplomatiquement, c'est un message. Oui, mais Faure Gnassingbé est allé en premier à Abuja pour accueillir lui, ses pères qui vont arriver. Qui est venu l'accueillir? Qui est venu l'accueillir au sortir de l'avion? Est-ce que ce sont des détails? Est-ce que ce sont des détails? Non, ok, d'accord. Mais quand moi je le dis diplomatiquement, il faut le noter, c'est un message. Bon, maintenant, le fait même que on aille, est-ce que la rue empêche aujourd'hui qu'on tienne ce sommet, cette conférence à Lomé? Ça n'empêche aucunement. Pourquoi on l'a déplacé là-bas? Mais ça, moi je vous dis, au-delà des débats que nous faisons ici, on sait que dans les canaux internationaux, fort certainement que ses amis, les chefs d'État lui ont dit, mon frère, nous, avant même 2020, peut-être nous on va partir. Mais pourquoi toi tu veux rester? Non. C'est clair, mais Faure ne peut pas venir vous dire aujourd'hui, bon, en 2020, je ne serai pas là. Mais attendez, vous avez dit tout à l'heure, Michel Tchada, qu'on est libre d'accepter, de penser ce qu'on veut de ce que Faure dit. Ben, laissez les auditeurs apprécier également ce que je dis. Oui, laissez les auditeurs y croire. Bien sûr. Mais quand nous avons dit que depuis le 22 septembre, quand le groupe des 5 a sorti son communiqué disant aller au dialogue, on ne peut pas contourner cela. Mais on nous a traité de tous les noms. Mais aujourd'hui, ceux qui crachaient sur la voie du dialogue réclament aujourd'hui le dialogue. Quand le pouvoir dit on va aller au dialogue, mais où est-ce qu'on en était quand on s'époumonait à vouloir imposer la voie référendaire? Et bien, malgré que le dialogue s'impose aujourd'hui, on veut encore détourner, contourner, mais j'attends de voir si vraiment
tel que le chef de l'État l'a dit, est-ce que ces partis extra-parlementaires et autres là, ils iront s'asseoir? Parce que le cadre du dialogue est presque déjà décrit. Non, mais, le cadre du dialogue décrit par le chef de l'État. Non, les partis extra-parlementaires, quand le Ghanéen était là, on a bien conclu cette représentant du parti du pouvoir, cette représentant de la coalition. Parce que ça, il faut qu'on soit... C'est ce que les autres font et l'alternance est paisible, ça ne dérange personne. Et on refuse de le faire et on a tous les problèmes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est obligé d'aller, le chef d'État est obligé d'aller dans des funérailles au Ghana où historiquement on ne voit vraiment pas en quoi est-ce qu'il est lié. Le chef d'État est obligé d'aller, de faire des descentes. Non, moi je dis... Donc quand on est chef d'État à vos yeux, il n'est plus permis d'aller aux funérailles, c'est ça? Mais attendez, tu vas aux funérailles où tu es lié. En quoi il est lié aux Ashanti? Qu'est-ce que vous savez? En quoi est-ce qu'il est lié aux Ashanti? Justement, attends. Mais il n'est aucunement lié aux Ashanti. Alors, qu'on me prouve. Bon, en quoi elle est concernée par ces funérailles-là? Ça, ce sont des détails. Non, moi je dis... Les prochaines sorties de Fort Gnassingbé, il va demander l'autorisation de Joël. C'est clair. On est en train de l'image du chef de l'État. Il n'a pas besoin de tout cela. C'est pourquoi je dis les prochaines, tu lui donneras l'autorisation avant de sortir. Merci beaucoup, Joël. Oui, Michel. Sur la question de la présidentielle en 2020, Fort Gnassingbé, candidat ou pas? Mais il a donné une réponse vraiment intéressante, sage, intéressante. Il dit que il n'a pas encore envisagé cela. Il n'a pas dit ça comme ça, mais c'est d'une manière ramassée, il n'a pas envisagé ça. Pour le moment, ce qui le préoccupe, c'est de faire tomber la tension au Togo. Et pour un président responsable, je pense que c'est des propos comme ça qu'il devait tenir. Ce qui le préoccupe, c'est de... par rapport aux manifestations qui créent un tort à notre économie, comment faire que le dialogue puisse permettre en tout cas aux Togolais de pouvoir s'entendre pour véritablement relancer l'économie et relancer par la même occasion le développement de notre pays. Maintenant, peut-être qu'il y a des gens, peut-être quelque part, qui attendaient qu'ils disent oui ou non. Dans tous les cas, c'est à eux de voir ce qu'il a dit. Il a conclu en disant que par rapport aux dispositions légales, il dit la loi ne dispose que pour l'avenir, pas pour le... Donc c'est à eux de voir. Je pense qu'il a donné une réponse. Ceux qui ont de bonnes oreilles, parce que c'est une réponse politique, ceux qui ont de bonnes oreilles, qu'ils comprennent, ceux qui n'ont pas de bonnes oreilles, ça fait leur affaire. C'est sur la question de la rétroactivité. Et lorsque le texte sera voté à l'Assemblée ou... Mais je voulais revenir par rapport... prononcer sur là-dessus, ça ne concerne pas Fort Gnassingbé. Il peut être candidat, il peut être candidat, il a dit. Il a dit, voilà. Donc pour le moment, ce n'est pas la candidature de 2020 qui le préoccupe, c'est le développement du Togo, le fait de travailler pour que Joël et moi et toi, qu'on puisse mieux vivre. Voilà. D'accord. C'est ce que moi je lui demande. Alors, sur le sujet du PNP maintenant, la question lui a été clairement posée par rapport donc à tout ce que se dit sur le parti de Tikpi à Tchadam. Est-ce que là aussi, vous estimez, Joël, que Fort Gnassingbé n'a pas été humble? Il a été trop tranché. C'est ce que je pense. Il a été trop tranché et en cela, si on doit le qualifier de manque d'humilité, bon, on ne critiquera pas celui qui le dirait. Il a été trop tranché parce que il faut pas, c'est-à-dire que c'est petit que de lier le phénomène PNP à l'islamisme. Est-ce que c'est un péché que les teams aient connu le passage de Samori Touré et autres là dans leur zone là, et que ce soit une zone fortement islamisée? Est-ce que tous les teams sont des musulmans? C'est ça la question. Est-ce que tous les teams sont des musulmans? Or, la solidarité team, c'est d'abord par la langue. Ce n'est pas par la religion. Justement, ce n'est pas par la religion. Ça veut dire qu'on t'entend, tu parles le thème, on ne te demande pas d'abord si c'est le Coran ou bien c'est la Bible, mais tu es un frère, on te suit. Donc moi quand on réduit, ça veut dire que en fait, pas qu'on réduit, on déplace à dessein la question, le phénomène PNP sur le terrain de l'islamisme.
je dis, d'abord, personne ne croit à ce discours. Personne ne croit à cela. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens, quand ils veulent parler, on dit non, que on qualifie plus le PNP. Mais le phénomène à Lomé, c'est que tu vois que dans les quartiers, non, même, il n'y a même pas du Zongo. Or, il y a beaucoup de rouges qui sortent de là quand on parle de marche. Donc, est-ce que ces gens-là sont des musulmans? Bon, ça, c'est mouvement d'ensemble. Est-ce que ces gens... mais le chef de l'État dit quelque chose de fondamental, hein, en tout cas, qui donne à réfléchir quand même. Hein, quand il dit, là, il reconnaît que le PNP, le berceau de ce parti, c'est la région de Sokolé, qui est fortement islamisée. Et il dit que des armes sont en circulation toujours à ce niveau. Et il ajoute qu'il y a une poignée d'imams radicaux qui tentent d'enflammer les esprits en lançant des appels au djihad contre l'armée, les familles des militaires aussi. Est-ce que ce n'est pas inquiétant, ce cliché, finalement? C'est inquiétant, c'est regrettable que le chef de l'État lui-même serve ce cliché. Est-ce qu'on a appelé au djihad? Oui, mais c'est non, le djihad, c'est ce qui nous renseigne. Non, le djihad, le mieux renseigné quand même. Attendez, le djihad, c'est non. C'est-à-dire que avec les éléments qu'on a eu de l'imam Mola de Sokolé, enfin, c'est de lui seul qu'on a. Enfin, c'est lui qu'on a mis en prison avec son ami de Bafilo. Oui. Et c'est le message de l'imam qu'on a eu. Quand vous écoutez l'audio, la traduction qui est faite, est-ce qu'il y a eu appel au djihad? Le djihad, comme on nous a appris sur les bancs, c'est la guerre sainte. C'est la guerre sainte. Bon, est-ce qu'on a appelé la guerre sainte contre contre nos amis les soldats et leurs familles? Il faut qu'on nous réponde. C'est-à-dire que il y a des thèmes qui ont été mis dans cette interview qui sont alarmants, qui sont on a trop hyperbolisé la situation. Hein? On a voulu aggraver la situation, bon, pour des fins, pour ses propres calculs. Mais est-ce qu'on a besoin d'aller là? Et moi je dis, est-ce que l'interview que le chef d'État a accordée, ça a permis de calmer les cœurs? Aucunement. Ça ne permet pas de calmer les cœurs, ça va plutôt même plus mobiliser les gens dans la rue. Parce que pour ceux qui réclamaient, Michel m'a mis à tort dans ce camp-là, ceux qui réclamaient la sortie du chef de l'État pour apporter une réponse, moi je ne réclamais pas, mais ceux qui réclamaient, ils attendaient à ce que le chef d'État dise quelque chose qui puisse quand même calmer. Mais ce qu'il a fait là, ça n'a pas calmé. Ce n'est pas de nature à calmer. L'erreur humaine, mais si on peut encore rectifier, si la direction communication peut encore poser une interview qui corrige, non. Parce que c'est le rôle qu'il va jouer aujourd'hui. Hein. C'est le rôle qui. D'abord, il n'a pas dit clairement qu'il sera encore là en 2020. Oui. Ouais, il n'a pas dit clairement qu'il sera encore là en 2020. Mais dans le scénario, il ne sera pas là. Mais il ne va pas laisser quand même un Togo en déluge. Même s'il sera là, est-ce qu'il va hériter d'un Togo en déluge? Il va dire gouverner un Togo en déluge? Non, son rôle, c'est de dire quelque chose qui calme quand même, qui montre que non, son exercice communicationnel a permis de démobiliser les gens dans la rue et que les gens ont maintenant une autre appréhension de la crise. Merci beaucoup, Joël. Michel, sur le cas du PNP et l'avis du chef d'État là-dessus, quel est votre commentaire? Non, moi, il faut sur cet aspect, je suis un peu réservé parce que, vous savez, le président de la République, il a des informations que nous ne disposons pas. Bien sûr. Oui, donc, il n'a pas été aussi très formel. Il a émis des interrogations. Il dit c'est un parti nouveau dont les financements sont opaques. Il n'a pas dit que bon, ce parti est financé par tel ou tel. Il n'a pas donné. Ça veut dire que lui-même à son niveau, ils n'ont pas encore la preuve formelle que c'est un parti, en tout cas, bâti sur l'islamisme. Vous comprenez? Et aujourd'hui, par rapport au financement de tous les partis politiques, on ne sait pas, jusque-là, on n'a pas fait un audit pour savoir comment les partis sont financés. On ne pardonne pas le PNP seul. Mais ce que moi je voulais dire ajouter par rapport à ça, c'est que le fait que lors des manifestations, on a vu des gens brandir les armes, c'était inquiétant. Des civils brandir des armes, c'était inquiétant. Et de deux... Bon, au niveau du PNP, on nous a dit que c'est un photomontage. Bon, nous avons vu... Toi aussi, tu as vu ça. Bon. Non, j'ai vu la photo, mais... Oui, moi aussi, j'ai vu la photo. Peut-être que le chef de l'État a vu aussi la photo. Je pense avoir écouté le président du PNP qui a démontré cette photo. Bon, on a vu... Moi aussi, j'ai vu des choses comme ça. Oui. Peut-être que ce n'est pas vrai, mais c'est ce que j'ai vu.
Vous comprenez? Ajoutez au fait qu'on nous dit que les 2 militaires qui ont été lynchés, il semble que ceux-là qui les ont égorgés prononçaient des incantations. Ça, c'est que vous la connaissez. communication qui nous a renseigné. Voilà. Donc, tout ça là, peut-être, ça constitue peut-être certaines petites traces où on peut imaginer que peut-être ce parti serait, mais ce n'est pas encore ça. Moi, ici, je n'ai pas de preuves pour dire que le PNP est un parti fondé sur l'islamisme. Non, je n'ai pas de preuves et je ne peux pas. Mais ça relance avoir certaines attitudes, comme je venais de le dire, peut-être ça peut inquiéter à vérifier, voir. Mais pour le moment, on ne peut pas dire que c'est un parti qui est fondamentalement créé sur la religion. Non. Parce que à Lomé ici, je connais des gens dans les quartiers qui n'ont rien, qui ne sont même pas Kotokoli, qui ne comprennent même pas Kotokoli, mais qui sont du PNP. Donc, peut-être que c'est des choses, nous sommes journalistes, nous devons aussi en chercher. Mais le chef de l'État a des informations, peut-être que nous n'en disposons pas. Bon, en tout cas, il a dit quand même que les revendications et le mode opératoire se sont radicalisés, et, en tout cas au niveau de ce parti, et donc ça lui fait croire qu'il y a des choses derrière à peu près. Bon. Oui, Joël? Non, je sais pas. Je crois qu'on a dit l'essentiel sur l'indice. Je sais pas. Il nous reste 30 secondes de toute façon. Merci beaucoup, Joël Ega. Merci d'être venu nous voir ce matin, d'avoir fait diligence. Merci. Je crois que Taxi FM est une radio de qualité qui mérite que... Non, mais attendez, si j'accepte de venir, c'est parce que ça me va pour la peine. Oui, je sais que vous n'avez pas l'habitude de flatter les gens. Sinon, vous l'aurez déjà fait par rapport au chef de l'État. Merci beaucoup, Michel Tchadja. Merci, Eric. Bien de choses à nos auditeurs, même s'ils ne sont pas d'accord avec nous. Nous avons nos opinions, nous avons nos avis. Ils ont les leurs. Bon, c'est comme ça. À chacun de tirer la leçon dans ce que nous faisons. Parfait, très bien. On en profite pour saluer tous nos amis sur la plateforme Taxi Presse. Merci à Emmanuel Afanyagbe qui a réalisé donc le magazine de ce midi. Appelez-moi Eric Gator. Si tout marche bien, si Dieu nous donne la vie, demain on sera encore ensemble pour une nouvelle aventure sur la radio. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Taxi Presse. Retrouvez tous les jours de 11h à 12h45 Eric Gator et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité tout azimut. Nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h30 avec Eric Gator.